Bonjour à tous, donc j'ai le plaisir de démarrer ce webinaire sur les trucs et astuces pour se constituer un réseau européen. Donc je vous propose, nous avons quand même 49 participants déjà connectés, nous avions plus de 100 inscrits, donc nous allons peut-être patienter un petit peu pour démarrer et rentrer dans le vif du sujet. Donc, j'ai le plaisir de co-animer ce webinaire avec ma collègue Mathilde Petit, que vous pouvez également voir à l'écran, qui est du pôle Mouveo, moi-même étant donc du pôle Aerospace Valley. Voilà. Donc, nous allons patienter un petit peu le temps que les nombres de participations montent, histoire que tout le monde puisse se connecter et avoir accès à nos informations. Alors peut-être pour déjà une petite information pour les gens qui sont déjà connectés, vous aurez la possibilité de poser des questions sur l'espace questions donc de cet outil webinaire. Voilà, nous tenterons de modérer ces questions et d'apporter quelques réponses si nous le pouvons tout au long du webinaire, donc par écrit. Et sinon, nous aurons une session questions-réponses à la toute fin du webinaire. Voilà, ça monte tranquillement. Nous sommes à 60 personnes connectées. Alors, on a déjà quelques questions d'ordre technique. Le son venant d'Aerospace est très mauvais, il n'est pas un meilleur micro. Alors, non, hélas, je n'ai pas d'autres équipements. Alors ça dépend vraiment des personnes, puisque ma collègue Mathilde donc, me dit qu'elle entend bien mon son, donc je pense que ça dépend de qui entend visiblement. Oui, alors un message important, vous recevrez les slides qui seront présentés à la fin du webinaire. Vous aurez également la possibilité de nous dire votre avis sur ce webinaire très rapidement, en 3 ou 4 questions, je ne me rappelle plus exactement, à la toute fin du webinaire. Donc, je suis navrée pour les personnes qui entendent mal. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, les gens, il y a de l'entraide puisque l'entraide sur les participants, puisqu'il y a des icônes. Je suis navrée, j'espère que la qualité sonore n'est pas trop altérée. Sinon, n'hésitez pas à le faire savoir, nombreux, via
les questions, l'espace chat. Ben, écoutez, je crois que l'heure est venue de commencer, il est 11h05. Voilà, ben, les retardataires nous rattraperont en route. Donc, ben, bonjour à tous, bienvenue et merci beaucoup parce que vous avez été nombreux à vous inscrire et à marquer votre intérêt pour ce webinaire. Donc, je suis Fabienne Davran, je travaille au pôle Aerospace Valley, donc à Toulouse, sur les filières aéronautiques et spatiales. Et donc, je suis membre du PCN Transport. Et ma collègue Mathilde Petit, qui prendra la parole tout à l'heure, donc représente le pôle Mouveo, également avec moi, membre du PCN Transport. Donc, je vous propose maintenant que vous ayez fait connaissance avec vous, nous allons couper notre webcam pour laisser de la place à la bande passante pour l'audio et la visio. Alors, juste pour commencer, une petite planche pour vous présenter en fait l'organisation sur tout ce qui est programme Horizon 2020 et plus largement d'ailleurs. L'organisation en fait nationale en fait de la communauté de la recherche et de l'innovation en France. Donc, vous voyez ici, donc il y a trois grosses représentations, on va dire. Donc, les points de contact nationaux, dont Mathilde et moi-même faisons partie pour la filière transport. Vous avez également les RCP qui sont les représentants français auprès des comités de programme transport d'Horizon 2020, qui sont donc nos représentants étatiques auprès de la Commission européenne. Et vous avez également un groupe qui s'appelle le GTN, le groupe de travail thématique national, qui est donc également un organe où la communauté peut participer et obtenir donc de l'information sur ces financements donc européens pour le transport. Et avec un jeu donc de liaison, donc les PCN conseillent les RCP participent au groupe PCN, le GTN en fait conseille aussi les RCP et les RCP président et consultent les GTN et ce sont eux qui organisent les réunions et qui donc autorisent ou non la participation des acteurs au GTN. Voilà, donc ici notre présentation plus en détail, donc Aerospace Valley, autant que Mouveo, tous nos deux pôles sont membres de plusieurs réseaux européens. Chez Aerospace Valley, nous avons une grande pratique des projets européens puisque nous sommes membres de plusieurs réseaux et nous sommes aussi partenaires de 45 projets européens, dont 10 que nous avons coordonnés. Quant à Mouveo, ils sont également très impliqués dans des réseaux européens et ils ont été partenaires ou sont partenaires de 7 projets européens. Alors, je vais vous présenter rapidement l'agenda. Donc, ce webinaire s'intéressera à la construction de son réseau européen. Pour cela, nous vous donnerons donc plusieurs conseils et outils. Tout d'abord, en premier lieu, ce qui va concerner votre visibilité sur cette scène européenne, quelques conseils utiles donc, pour réaliser et améliorer votre visibilité. Des conseils pour ce qui est de la veille, la veille sur tout ce qui est événements, entre autres, et des conseils sur le réseautage avec la présentation aussi des réseaux d'influence européens. Alors, je tiens à préciser que le PCN Transport, c'est un PCN qui couvre tous les modes de transport, aérien, terrestre, maritime et rail. Donc, c'est très large. Nous n'avons pas eu la prétention de couvrir de manière exhaustive le sujet, mais nous pensons avoir dans ce webinaire, nous pensons pouvoir mettre en lumière les principaux réseaux, mais toutefois sans prétendre à une totale exhaustivité. Voilà, je vais maintenant laisser la parole à Mathilde pour qu'elle vous présente ses conseils et astuces. Alors, il faut juste que je retrouve... Oui, merci Fabienne. J'espère que vous m'entendez bien. Donc Mathilde Petit, je suis ravie de pouvoir échanger avec vous quelques bonnes pratiques que nous avons mises en place avec Fabienne. Toujours dans l'idée que nous n'allons pas pouvoir ce que nous allons vous présenter n'est pas forcément exhaustif.
Ce qui est aussi important, c'est qu'on va essayer de vous donner quelques pistes qui seront à adapter en fait à vous, à votre stratégie. Ce n'est pas, nous n'avons pas du tout la prétention de vous donner la vérité ou autre, mais l'idée est plus de vous transmettre un état d'esprit pour que ce réseau puisse être le vôtre. Donc, en préambule, je dirais, nous avons deux conseils déjà deux idées à vous transmettre. C'est que la première, il faut savoir où l'on veut aller. C'est-à-dire identifier quels sont ses besoins, identifier quels sont ses objectifs. Et puis ensuite, un deuxième conseil, c'est que cette idée de construire un réseau doit s'insérer dans votre stratégie. Le réseau européen ne doit pas être complètement décorrélé de votre stratégie globale. Pour cela, ce n'est pas Monsieur Europe de votre entité qui doit construire son propre réseau. Bien au contraire, il faut que cela s'insère vraiment dans le réseau de l'entreprise et dans la stratégie globale de votre entité. Alors, petit problème technique, je ne suis pas sûre d'avoir la possibilité de partager mon écran. Fabienne, si je peux alors, okay. avoir la main. Excuse-moi, personnel. Ça y est, tu as la même, Mathilde, normalement. Très bien. Je peux tout faire. Merci. Donc, première partie, la visibilité. Donc, la visibilité, il s'agit de la visibilité de votre entreprise, de votre entité, de votre organisation, mais aussi votre propre visibilité qui ne doit pas être décorrélée. Alors, on va peut-être vous donner des conseils qui peuvent vous paraître évidents, mais c'est toujours bien de les rappeler. Un petit point que je n'ai pas précisé, c'est peut-être qu'on va utiliser beaucoup d'anglicismes aujourd'hui. Nous en sommes désolés. Beaucoup d'acronymes également. Nous en sommes également désolés. N'hésitez pas à vous poser des questions si ce n'est pas très clair sur le chat. Alors, la visibilité. Tout d'abord, il est important d'avoir une visibilité qui ne soit pas que franco-française, voire régionale, mais européenne. Ça peut paraître évident, mais avoir un site en anglais, c'est déjà la base. Ensuite, les cartes de visite, quand il s'agit de construire un réseau, on se déplace, on va à des réunions, etc. Les avoir en anglais, ça montre déjà l'idée d'une ouverture et d'une volonté d'avoir un réseau qui ne soit pas que national. Ensuite, la visibilité, elle ne se limite pas que à votre site internet, mais également à tous les endroits où vous pouvez être présent par exemple sur la toile. Quand je parle de tous les endroits, il s'agit par exemple des réseaux sociaux, de LinkedIn, etc. Alors, pour cela, il faut être en phase avec, entre guillemets, les grands buzzwords ou les grandes tendances européennes, mais aussi utiliser les buzzwords européens. Fabienne, est-ce qu'il est possible que tout le monde soit en mute, s'il vous plaît? Super, merci beaucoup. Alors, quelques buzzwords pour vous donner des idées de ce que la commission... de ce que la commission peut attendre. Alors, c'est une très vieille slide que je vous ai mise qui date du tout début d'Horizon 2020, mais ça vous donne quelques idées de mots-clés qui sont attendus et à mon avis, qu'il est intéressant de retrouver dans tous vos profils, sur vos sites internet, etc. Par exemple, le terme seamless, une mobilité sans couture. C'est peut-être pas quelque chose qui est utilisé souvent au niveau national, mais voilà, c'est un des buzzwords. Donc, pour trouver tous ces buzzwords, moi, je vous invite à aller regarder vraiment ce que fait la Commission européenne, les communiqués de presse de nos commissaires, etc. Ensuite, les réseaux sociaux. Alors, déjà, voilà, c'est pas c'est pas un remède miracle et c'est pas forcément adapté à tous. Mais pour ceux qui fréquentent les réseaux sociaux et qui ont une habitude de les utiliser, vous pouvez y trouver et commencer à y créer votre réseau. Je pense par exemple à Twitter. Sur Twitter, vous avez des comptes qu'il faut absolument suivre. Par exemple, le PCN, on a un compte H2020, enfin PCN Transport H2020. Je vous invite, si vous êtes sur Twitter, à le suivre. Mais également quelques grands acteurs des transports, que ce soit des réseaux, des plateformes, des associations que nous vous présenterons tout à l'heure, mais qu'il est intéressant de suivre.
C'est également le cas sur LinkedIn. Sur LinkedIn, il existe des groupes pour monter des projets européens ou pour voilà, sur des thématiques, en tout cas sur Horizon 2020. Donc, il faut que chacun identifie les bons canaux selon sa thématique. Donc, par exemple, quel groupe LinkedIn en lien avec l'aéro, quel compte Twitter à suivre. Alors, on vous a mis quelques images, mais bien sûr, ce n'est pas du tout exhaustif et il y en a d'autres. Donc, savoir se poser la question, prendre 5 minutes pour savoir qui suivre. Ensuite, un deuxième axe, c'est de savoir vous faire connaître. Alors, pour cela, il y a plusieurs, bien sûr, il n'y a pas qu'une solution, il y en a plein, mais de la visibilité pourrait commencer par participer à des prix européens. Par exemple, si vous êtes une PME ou une start-up, il y avait le European Startup Prize, qui est un prix pour mettre en avant des PME dans le domaine des transports. Ça a un grand impact, en tout cas médiatique, et ça vous permet de vous faire repérer et d'être visible. Ça peut être si vous êtes un chercheur ou si vous avez un projet ou une rubrique techno à mettre en avance, répondre à ce qu'on appelle au niveau européen des call for speakers. Des call for speakers, par exemple, il y en a en ce moment pour TERA, qui est le grand forum européen des transports qui est co-organisé par la Commission européenne. Voilà, c'est des moyens pour être visible, car finalement, ça donne quand même beaucoup de visibilité, ça vous permet d'être identifié comme un acteur européen. Alors, il y a des calls for speakers, mais il y a aussi des appels pour des posters ou des papers. Encore, par exemple, TERA a en ce moment un call for paper qui est ouvert. Donc, c'est des petites choses. Si vous avez déjà toutes ces informations en interne, ça ne demande pas forcément beaucoup de temps que d'essayer d'y candidater. Car vous avez déjà, à mon avis, des abstracts ou autres pour vos projets qui puissent être diffusés. Je vous parlais tout à l'heure de TERA, un petit focus sur TERA, donc TERA qui est la Transport Research Arena, qui est en fait une des plus grandes manifestations européennes, qui est co-organisée tous les 2 ans avec la Commission, et la prochaine aura lieu en 2020, donc du 27 au 30 avril à Helsinki. Vous avez le lien si ça vous intéresse d'aller voir ce qui s'y passe. En tout cas, il y a pas mal de monde, le public est assez large et il y a surtout beaucoup de représentants de la Commission européenne. Donc, c'est un très bon lieu pour faire du réseau, pour vous faire voir et pour être identifié comme un acteur européen concernant le programme de travail transport. On est bien sur la thématique transport. Voilà, donc c'est 2020, mais c'est en ce moment que sont ouverts les appels pour des papers, pour être speaker, etc. Ensuite, il existe d'autres outils qui sont, disons, peut-être moins évidents, mais il existe au niveau de la Commission européenne propose alors ce qui s'appelait à l'époque le participant portal, qui aujourd'hui est le Funding and Tenders Portal, qui est vraiment le site qui rassemble tous les appels à projets de la Commission européenne du programme Horizon 2020. Et sur ce site, vous avez la possibilité de vous mettre en avant en disant, voilà, moi, j'aimerais candidater à cet appel et je cherche des partenaires ou je cherche à rentrer dans un consortium. Donc, c'est la fonctionnalité Partner Search que je vous présenterai après. Vous avez également ce qu'on appelle des brokerage events qui sont organisés au niveau européen. C'est de la mise en relation des séquences de networking, de rendez-vous B2B. Et dans le cadre de ces matchmaking, vous avez un outil qui est souvent utilisé. Alors là, je vous ai donné l'exemple de B2Match, mais il y en a d'autres. B2Match, c'est le nom de l'outil, mais qui vous permettent d'être visible et de dire, voilà, moi, je veux participer à cet événement, je remplis mon profil et je montre mes centres d'intérêt. Je développerai aussi cet outil. Et puis, vous avez une troisième plateforme, qui est la plateforme du réseau EEN, Enterprise Europe Network, qui est un réseau qui est financé et soutenu par la Commission européenne et qui est animé dans chaque État membre. Au niveau français, c'est par des grandes régions. Et ce réseau EEN a une grande plateforme de publication d'offres, de recherche de partenaires qui sont aussi bien business que techno. Et au sein de cette plateforme, vous pouvez y mettre, par exemple, une offre de techno pour un appel à projet que vous auriez identifié. Et puis, il y a aussi au niveau régional un écosystème et au niveau national qu'il est bon de tenir informé et auprès de qui également se rendre visible. Alors,
ça peut commencer par le PCN, mais voilà, nous, on reçoit beaucoup de recherches de partenaires, d'informations, et il est important aussi pour nous de vous connaître pour savoir vous retransmettre les bonnes informations, pour savoir vous identifier auprès des acteurs avec qui nous sommes en contact au niveau au niveau européen. Et puis, il y a le GTN, le groupe de travail national que vous a présenté tout à l'heure Fabienne, et qui est là plutôt pour faire de la remontée d'informations auprès de la Commission européenne, mais qui est justement auprès de qui il est bon de se faire connaître. Le GTN est animé par 2 représentants au comité de programme, ce qu'on appelle les RCP, qui sont du ministère de la Recherche et du ministère des Transports, Pierre Terrier et Pierre Paco, qui seront ravis de vous rencontrer. Et puis, il y a tous les événements qui sont organisés au niveau national également, parce que commencer un réseau européen commence également par son réseau au niveau national. Donc, ça peut être participer, pitcher à des événements. Je sais que, par exemple, nous, le PCM Transport, quand nous avons des infodays, des journées d'information pour vous présenter les appels, nous avons la plupart du temps une session qui est dédiée au pitch. Donc, faites-vous déjà connaître à ce niveau. Et il existe la même chose au niveau européen pour l'infoday qui est organisé tous les ans ou presque par la Commission européenne pour présenter la programmation transport, il y a la possibilité de pitcher. Alors voilà, c'est un moyen de se faire, qui permet d'être visible, sachant que toutes les présentations sont diffusées aux participants après. Ça a quand même un impact qui est fort. Et puis, un point qui pourrait être bête de rappeler, mais qu'il est important quand même, c'est surtout poser des questions en séance. Quand vous êtes à un infoday, par exemple à Bruxelles, pour présenter les appels transport, et que vous posez une question, que vous avez la caméra qui est sur vous, avec votre nom, vous vous présentez, et que l'événement est enregistré, voilà, vous avez un fort impact, vous êtes visible. Petit focus sur le site. Tout à l'heure, je vous parlais du participant de portal, enfin du Funding and Tender portal. Voilà à quoi ressemble le site. Ce qu'il est important, c'est quand vous vous connectez sur le site, vous puissiez aller directement retrouver les appels qui vous intéressent. Alors là, par exemple, sur l'onglet de gauche, vous avez une barre de recherche, vous pouvez taper votre mot-clé. Par exemple, je crois que j'avais tapé pour avoir les résultats à droite le mot IHM, Interface on Machine. Et voilà, donc là, vous avez les appels qui sont en lien avec la thématique. Et ensuite, quand vous cliquez sur l'appel, donc là, par exemple, j'avais pris l'appel User-Centric Charging Infrastructure. Vous avez, alors je crois que c'est la slide après, voilà, vous défilez et tout en bas, vous avez ce qu'on appelle l'outil Partner Search. Et là, vous voyez pour cet appel, vous avez 45 organisations qui ont publié un profil. Alors, vous avez tout type de profil, mais voilà, c'est un outil pour être visible sur cet appel, sur cette thématique. Ensuite, je vous parlais d'un autre outil qui s'appelle B2Match. Alors là, je suis allée sur un site, sur le site de l'événement Smart City qui a eu lieu en novembre 2018 à Barcelone. Et donc, vous pouvez voir, car le site est toujours en ligne, tous les participants. Alors, je crois que j'avais utilisé un mot-clé transport ou je ne sais plus. Et voilà. Et donc, vous pouvez voir toutes les personnes qui sont intéressées, du coup, par des opportunités et du réseau européen. Alors, attention, quand on va sur ce site, il ne faut pas être trop généraliste et avoir un profil qui est bien, qui met bien en avant aussi bien votre entreprise que vos centres d'intérêt et vos recherches. Pour cela, je vous invite à cibler que quelques topics. Par exemple, moi, je suis intéressée par l'appel à projet en lien avec les infrastructures de recharge user-centric pour l'appel 2019. Donc, généralement, on peut sélectionner tout ça sur le profil. Et vous voyez, ensuite, ça apparaît. À droite, je vous ai mis un profil que je considère comme bon, parce que la personne a identifié un appel et dit, voilà, moi, je suis intéressée par ce topic. Et quand en cliquant, vous voyez ce que peut apporter le profil. Et puis, à gauche, vous avez un profil qui me semble quand même moins pertinent. Alors, il s'avère que c'est le profil d'Alstom, c'est pas du tout pour faire quelques reproches à Alstom, mais en revanche, j'imagine que tout le monde sait qui est Alstom. Alors, les 3 phrases qui présentent Alstom, c'est intéressant, mais je dirais que ce n'est pas suffisant pour savoir en quoi Alstom est intéressé, ou l'entreprise, en l'occurrence l'organisation, est intéressée pour faire du réseau et sur quel type d'appel. Ensuite, un sujet quand même, la visibilité, c'est bien. Alors, ces interfaces sont là pour nous aider. En revanche, ce n'est pas du tout exhaustif et je dirais même ce n'est pas du tout suffisant. Ça reste des outils qui sont en ligne, où l'humain n'est pas forcément bien pris en compte. Et le conseil qu'on pourrait aujourd'hui vous donner, c'est que la meilleure façon d'y arriver,
n'est pas que d'utiliser ces interfaces, mais plutôt de construire son propre réseau. C'est par le réseau que vous aurez vos meilleurs projets. Alors, comment vous construire votre réseau? Avant de rentrer vraiment sur la partie networking, il est important de connaître son réseau et de connaître ce qui se passe. Donc, c'est la partie veille. Comprendre, connaître. Comprendre qui sont les acteurs importants au niveau de la scène européenne, comment ça fonctionne, et connaître. Connaître tout le fonctionnement, alors en tout cas pas tout, mais une partie des mécanismes de fonctionnement au niveau européen. Par exemple, tout à l'heure, j'ai utilisé plein de wording, de mots qui pour nous semblent évidents, mais qui ne l'est pas forcément pour vous. J'ai parlé d'infodège, j'ai parlé de topic, j'ai parlé d'appel à projet, voilà. Il est important, si on veut se construire un réseau européen pour répondre à des appels à projets H2020, de connaître et d'être au fait sur ce qui se passe. Donc, avoir une bonne connaissance du système, s'acculturer au principe de la recherche, développement et de l'innovation au niveau européen. Voilà, je vous disais, savoir ce que veut dire un topic, savoir ce qu'est un work programme, savoir ce qu'est un call, savoir ce que veut dire FP. FP, c'est Framework Programme, pour Programme 4 de recherche et développement. Voilà, c'est vraiment, c'est un premier travail qu'il est important et nécessaire de faire. Et connaître les appels. Les appels, alors ceux de votre domaine, mais il est important de les connaître et pour ça, vous avez le PCN qui est là pour vous aider à mieux cibler les appels et mieux les comprendre. Ensuite, bien connaître son écosystème. Alors, comment connaître son écosystème? Il existe des outils au niveau européen et il nous semblait important de vous les présenter. Déjà, le site un peu clé sur la veille pour comprendre et connaître l'écosystème européen s'appelle Cordis, C-O-R-D-I-S. Vous aurez les liens un peu plus tard dans la présentation. Savoir qui autour de soi est dans des projets européens. Sur Cordis, par exemple, vous pouvez taper le nom d'une entreprise. Alors là, je vous ai mis une impression écran du site Cordis Map. Voilà, j'ai tapé Thales Service et en tapant Thales Service, je vois les 291 connexions de Thales. Alors ces connexions correspondent en fait à tous les projets européens dans lesquels est Thales et tous les partenaires de ces projets. Ce qui représente pour Thales Service à peu près un réseau de 291 partenaires au niveau européen. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez à gauche le nom de tous les projets dans lesquels va être Thales. Et ensuite, il existe un deuxième outil via Cordis, mais plus Cordis Map, pour connaître tous les partenaires et donc le nom, par exemple, des contacts des entités. Alors, vous pouvez le faire avec votre organisation, si vous êtes déjà dans des projets européens, ou avec des organisations qui sont proches de vous. Le message que l'on voudrait vous faire passer, c'est qu'en fait, il faut savoir reconnaître ses pairs. C'est important de savoir qui est déjà très impliqué au niveau européen. Pour vous donner un exemple, au niveau français, voici une extraction des bénéficiaires, du top 30 des bénéficiaires du programme, donc on va dire des appels transport du programme Horizon 2020 sur la période 2014-2018. On peut voir que 34% du budget est réparti entre 7 acteurs. C'est pas négligeable, vous voyez les noms, il est important de les connaître et peut-être que ces acteurs sont dans votre premier cercle et qu'il pourrait être intéressant d'approcher dans un premier temps. Donc voici les différents liens des outils donc pour aller voilà, voir ce qui se passe et un petit peu jouer avec les acteurs au niveau européen. Un troisième point qui est important, c'est qu'on a au niveau le réseau des PCN transport, mais le réseau européen, publie sur son site internet la liste de tous les participants, en tout cas de tous les profils des événements qui ont été organisés, des événements de networking. Donc ça peut aussi vous permettre d'avoir une idée et voir le profil de tous ces acteurs qui participent aux infodais européens, à tous les événements de brokerage event, donc de rendez-vous B2B sur la scène européenne. Alors, quelques focus images là sur Cordis Map par exemple. Alors la première image, vous l'avez déjà mise, mais ensuite, vous pouvez du coup voir la liste de tous les partenaires sur l'outil DataLab de l'acteur que vous allez rentrer sur l'outil de recherche. Alors, ça demande du temps, mais pour moi, c'est un investissement qui est assez intéressant de voir quel est le réseau de chacun de vos partenaires proches. Et puis, sur Cordis Projet,
Il y a quand même beaucoup d'informations qui sont livrées en ligne. Par exemple, donc là j'ai encore tapé HMI dans la barre de recherche en bas à droite, interface homme-machine, et donc là j'ai pu voir tous les projets qui étaient financés sur cette thématique. Intéressant de connaître les projets. Et puis, intéressant aussi, c'est que pour chaque projet, vous avez tous les partenaires de ce projet. Donc il y a une impression en haut à l'écran, mais malheureusement la capture d'écran est mauvaise. Mais vous pouvez voir la liste de tous les partenaires, le niveau de financement qui vous montre aussi le niveau d'implication, et puis avoir accès à tous les livrables de ces projets. Donc c'est vraiment en termes de veille un outil qui est assez intéressant. On est dans du financement européen, donc quand même une ouverture des données qui tient à cœur à la Commission européenne. C'est pour ça que tous ces documents sont publics. Voilà, alors je vais laisser maintenant la parole à Fabienne pour maintenant rentrer dans le vif du sujet, le networking, comment l'attaquer, et puis quels sont entre guillemets, les grands acteurs européens qui peuvent vous être utiles pour mieux construire votre réseau. Alors, je donne juste la main à Fabienne. Ok. Voilà, j'ai repris la main. Merci Mathilde pour ces premiers éléments d'information. Alors, comment se fait-il? J'avais pourtant mis en fond la bonne planche. Je vais y venir et moi je vais vous parler donc networking, qui est la troisième et dernière partie de ce webinaire. Voilà, hop, j'y suis. J'espère que tout le monde voit bien mon PowerPoint. Voilà. Sinon, n'hésitez pas. Et toujours pour vous rappeler, n'hésitez pas à poser des questions. J'ai commencé à répondre à certaines d'entre elles, mais vous avez donc la possibilité d'écrire vos questions. Alors, networking, donc son premier cercle. Donc, nous pensons donc qu'il est déjà important de connaître son propre réseau avant d'aller chercher du réseau supplémentaire européen. Donc déjà, je pense qu'il y a des possibilités de savoir si ces partenaires, que ce soit des partenaires d'innovation sur une scène nationale, par exemple, des acteurs avec lesquels on peut avoir coopéré sur des projets nationaux ou même régionaux, ou des partenaires même industriels sont déjà dans des projets européens, parce que c'est aussi le moyen d'y aller avec eux. Voilà, donc c'est des questions qu'il ne faut pas hésiter à poser à ses partenaires, donc, et donc utiliser également ces connexions business, c'est-à-dire qu'on peut être amené à collaborer de manière plus pour les sociétés, par exemple des partenariats industriels, et donc il ne faut pas hésiter, ou des partenariats commerciaux, donc il ne faut pas hésiter d'utiliser également ces passerelles qui peuvent être aussi des passerelles vers des collaborations sur des projets d'innovation. Ensuite, deuxième point, savoir si on a des relais à Bruxelles. Parce qu'on va le voir plus tard, plus en détail, mais il y a énormément d'organisations qui sont présentes à Bruxelles et qui peuvent donc être des relais pour des gens qui sont un peu plus isolés donc sur les territoires nationaux. Donc, savoir s'il y aurait un groupement auquel je pourrais appartenir. Alors, on a mentionné sur cette planche le CLORA. Donc, le CLORA, c'est par exemple le club des organismes de recherche qui est composé de 28 membres français et qui a une représentation présente à Bruxelles et qui fonctionne par plusieurs donc, cercles d'implication. On ne va pas rentrer dans les détails de chaque organisme, mais vous aurez après sur les planches qui suivent les liens Internet, puisque chacun de ces groupements en fait a donc un site web. Vous avez donc toute l'information disponible. On a mentionné sur la planche également la CPU, qui est la conférence des présidents d'université. Voilà, donc une représentation de ma région aussi, parce que toutes les régions d'Europe, en fait, sont représentées à Bruxelles. Et elles sont d'ailleurs, ce qui est fort intéressant pour le réseau, elles sont souvent hébergées dans des locaux partagés.
On a par exemple un bâtiment qui va regrouper je parle pour ce que je connais, donc la région Nouvelle-Aquitaine se trouve dans un bâtiment aux côtés d'une région italienne, d'une région allemande. Donc ça aussi, c'est intéressant pour créer du réseau européen. Et ces régions sont au service des acteurs. Et parfois, c'est peut-être pas assez connu. Il ne faut pas hésiter à les solliciter pour avoir de l'information européenne. Voilà. Et donc, tout ça doit permettre de faire savoir à nos partenaires de premier cercle ou à nos représentants ou aux groupements desquels on appartient, en fait, de faire savoir que l'on veut aller à l'Europe. Et Mathilde vous a donné tous les tuyaux de début pour justement s'équiper pour faire savoir qu'on veut aller à l'Europe. Voilà, donc ici plus en détail la planche sur le bureau des représentations en Europe. Donc comme je vous l'ai dit, toutes les régions en fait européennes et donc françaises sont représentées donc à Bruxelles. Donc on peut les contacter donc on peut se renseigner d'abord auprès des acteurs locaux de sa propre région pour avoir les contacts vers la représentation régionale à Bruxelles. Et ces représentations régionales à Bruxelles publient aussi des newsletters souvent très intéressantes où elles font un petit condensé d'informations sur l'actualité européenne, donc souvent par thématique. Et donc, c'est très intéressant de s'abonner à leur newsletter pour avoir cette information. Et dernier point, pour ces régions, donc elles sont constituées autour d'un groupement, d'une association qui s'appelle ERIN, qui est donc ERIN, ça veut dire European Regions Research and Innovation Network. Donc c'est précisément une association des régions qui parle de recherche et d'innovation et qui regroupe donc 130 représentations régionales par le biais souvent, donc pour nous Français, c'est souvent les conseils régionaux ou les chambres de commerce et d'industrie. Et il y a donc 13 working groups dans l'association ERIN, dont un working group, donc j'étais groupe de travail, excusez-moi pour mon anglicisme encore un coup, donc un qui est dédié au transport. Alors, deuxième cercle de networking, et c'est là que vraiment on voit qu'il y a un maillage en fait à réaliser pour se constituer un réseau européen. Donc les amis de mes amis sont mes amis. Autant dire que c'est comme ça que se constitue le réseau aussi, c'est qu'on peut donc faire appel à un partenaire qu'on connaît bien, qui lui-même est en partenariat avec, on va dire, une entité de second niveau, et c'est comme ça qu'on peut aussi construire son réseau par un maillage donc partenarial. Identifier le bon réseau auquel appartenir, ça c'est encore une fois, ça rejoint ce qu'a dit Mathilde en première partie, c'est-à-dire qu'il faut savoir exactement vers où on veut aller, il faut avoir une stratégie derrière cette constitution de réseau. Il faut aussi connaître donc l'association, la plateforme qui est la plus référente dans mes thématiques. Alors, on a listé ici AirTrack, Waterborne, ACAR, Alice, Police, Elvia, Ertico. Je ne m'attarde pas dessus, je vais y venir plus en détail dans les planches suivantes. Alors, l'idée, quand on va vous décrire donc plus précisément ces plateformes, n'est pas de vous inciter à les rejoindre, parce que parfois ça a un coût qui peut être rédhibitoire, notamment pour les petites entreprises, mais c'est aussi de vous les présenter, de vous les lister pour que vous puissiez suivre la programmation de leurs événements. Parce que ces gens-là aussi font de la publication d'événements, ils font parfois aussi des publications de feuilles de route ou d'agenda, etc. Donc c'est intéressant d'aller voir ce qui s'y passe. Voilà. Avant donc éventuellement de se poser la question d'une adhésion direct ou par le biais d'un intermédiaire. Donc, parfois, certains pôles, donc au nom de leurs adhérents, peuvent aussi adhérer à ces groupes et ensuite diffuser de l'information vers leurs adhérents. Donc, networking, faire du réseau, c'est networker. Encore un anglicisme, mais là, il faudra nous pardonner, c'est le mal de la recherche en Europe. Beaucoup d'anglicismes. Donc, les événements, donc il y a et ça, je crois beaucoup à ça. Je pense que c'est vraiment les endroits où il faut être si on veut
construire son réseau européen. D'abord, les infodays de la Commission européenne. Lorsqu'il y a des appels à projets, en général sur les programmes majeurs d'Horizon 2020, il y a au moins un infoday européen par an. Ces infodays sont les endroits, les places to be pour construire du réseau. Ça a été un peu abordé précédemment, mais il faut participer aux pitch session de pitch pour présenter son entité, faire savoir qu'on veut aller sur cette scène européenne, poser des questions en séance, relayer ces événements par tweet. Les réseaux sociaux sont aussi des bons vecteurs de networking. Enfin, en tout cas, se faire remarquer dans ces événements. Et sachez aussi que ces événements, ces infodays européens, la liste des participants avec les emails sont souvent donnés à la fin des événements. Voilà, donc c'est aussi un moyen ensuite de contacter les personnes qui ont participé et ça donne un motif pour entrer en relation avec ces acteurs. Les rencontres B2B, ça a été également présenté par Mathilde précédemment. Donc, les B2B, c'est les business to business, donc les rencontres entre Français et Européens, par exemple. Et là, il est important pour participer à ces rencontres qui sont généralement très bien organisées par la Commission européenne, important de bien préparer son profil et d'avoir vraiment d'être proactif dans la prise de rendez-vous avec les autres acteurs intéressés. Il y a aussi le type d'événement qui peut être intéressant pour faire du réseau, c'est les conférences scientifiques. Donc, on a mentionné sur cette planche donc ECAD, qui est le Connected Automated Driving Europe, donc sur les systèmes automatiques et connectés de pilotage, donc qui est une grande conférence européenne. Clean Sky, que je connais mieux, qui organise d'ailleurs prochainement son grand événement également européen. Et dans ces conférences scientifiques, il est important de bien savoir qui sont les speakers, quels sont leurs rôles et leurs fonctions, préparer à l'avance des questions et bien sûr ne pas oublier ses cartes de visite quand on va dans ces événements. Et en dernier lieu, donc, on a également voulu mentionner les événements de dissémination des projets européens. Les projets européens, quand ils sont financés, ont pour obligation de faire de la dissémination de leurs résultats, c'est-à-dire promouvoir les résultats qu'ils ont obtenus sur ces projets de recherche et d'innovation. Donc, ils organisent souvent des événements qui sont ouverts à tous, à toutes les personnes qui sont intéressées. Donc là aussi, encore un lieu important pour faire du réseau. C'est un investissement au début, mais vous verrez que ça peut rapporter gros. Donc, il faut investir au début, mais après, les choses se font assez naturellement. Ici, quelques événements qu'on a tenu à vous présenter. La liste est bien sûr loin d'être exhaustive. Nous avons mis en lumière les événements majeurs sur l'année 2019. Donc, ECAD, on l'a déjà mentionné. On met un forum franco-allemand sur la mobilité, les énergies et les territoires et les technologies et les territoires. Donc, la semaine prochaine, c'est trop court, je pense, que pour s'inscrire, mais on a tenu à vous le mettre également sur cette planche, la conférence Clean Sky 2, qui va donc présenter les résultats obtenus jusqu'à présent dans ce programme Clean Sky 2 et parler également de l'avenir de Clean Sky. Donc, c'est un événement majeur pour l'aéronautique européenne. En mai, je l'ai mentionné. Fin mai, donc le premier sommet européen sur les véhicules autonomes. En juin, le congrès ITS sur les systèmes de transport intelligents. Je crois qu'ensuite, nous avons parlé de juin, donc un congrès mondial sur le transport. Et également le 20 juin, le Smart and Safe Energy and Mobility Networking, également sur la mobilité, donc événement majeur. Pardon. Alors, donc, faire du réseau, c'est aussi faire vivre son réseau. Une fois qu'on a réussi à nouer donc, des contacts, il est important de les entretenir dans la durée. Donc, envoyer régulièrement des infos, ne pas se faire oublier des acteurs que l'on a pu rencontrer dans ces événements, par exemple. Animer son réseau, c'est-à-dire inviter, pourquoi pas, essayer de rencontrer ces acteurs, ces futurs partenaires potentiels, ou les retrouver sur des salons. Parfois, on peut dire que même si ça semble très vaste d'ici, c'est parfois un petit monde et on a moyen de se retrouver sur des événements communs.
Ce qui, bien sûr, ne veut pas dire harceler. Il faut le faire à dose, bien sûr, modérée et mesurée. Sachez que il y a des acteurs de proximité qui sont là pour vous aider. On les a déjà mentionnés précédemment, mais je le répète, hein, les points de contact nationaux dont nous faisons partie, Mathilde et moi, sont là pour vous apporter des conseils également sur cette mise en réseau. Les pôles de compétitivité, c'est leur métier, ils sont là pour ça. Et le réseau Entreprise Europe que nous avons mentionné également précédemment, qui sont vos contacts de proximité. Je fais un petit focus sur les pôles de compétitivité en France. Donc, nous vous rappelons que l'un des objectifs majeurs des pôles de compétitivité, c'est faire du réseau autour de l'innovation. Donc, nous vous conseillons fortement de vous rapprocher du pôle de votre filière et de votre territoire. Et c'est un premier step important en matière de réseau. Qui est donc le réseau qui est offert par les pôles, c'est un réseau régional, national et européen. Européen aussi parce que les pôles ont une vocation européenne qu'ils vont d'ailleurs développer dans l'R4 des pôles qui démarre, qui a démarré cette année. Donc nous sommes tous en réseau européen avec des homologues sur l'Europe avec lesquels nous travaillons sur nos filières. Voilà, le focus sur quelques réseaux européens. Donc là, nous avons mentionné, c'est certainement ce qui peut vous intéresser, je pense, de manière importante. Donc, nous avons mentionné ce que nous avons appelé des groupes d'influence à Bruxelles. Nous nous sommes inspirés fortement de ce qui a été produit par le projet européen ETNA 2020 qui regroupe l'ensemble des points de contact nationaux pour le transport en Europe. Donc, ces groupes d'influence, en fait, ils sont de divers types et ils ont diverses fonctions qui varient. Donc, les ETP, les partenariats publics-privés, les réseaux, les collaborative networks, les trade bodies, donc les organisations plutôt d'industriels, les organes réglementaires, régulatoires, et à la Commission européenne, les working groups et les advisory groups. Alors, je viens plus en détail sur... Voilà. Donc, les ETP, donc les European Technology Platform, ce sont des organismes, des associations qui ont parfois d'ailleurs divers statuts, hein, c'est variable selon les ETP. Ces organismes ont vocation à plutôt développer des agendas de recherche, des roadmaps, donc des feuilles de route. Hein, ce sont des organismes qui conseillent véritablement la Commission, qui parfois sont d'ailleurs reconnus et financés par la Commission et qui sont vraiment, à mon avis, les organes qui vraiment influencent de manière forte la Commission européenne dans sa programmation pour les financements européens de l'innovation. Alors, on en a listé quelques-uns, je n'ai malheureusement pas le temps de rentrer en détail pour chacun d'entre eux, mais les majeurs, ce qui nous semble majeur sur les différents modes de transport que nous couvrons, donc AirTrack pour tout ce qui est transport routier, et AirTrack est une plateforme qui est reconnue et financée par Bruxelles, qui a un schéma, par exemple, AISBL, c'est-à-dire une association de droit belge, et qui fonctionne avec des groupes de travail aussi, mobilité urbaine, le fret, l'énergie, la sécurité, entre autres. Et AirTrack est une plateforme donc très influente à Bruxelles qui regroupe des associations, des groupements industriels, des centres de recherche, et des représentations étatiques également. ERAC, c'est l'équivalent, on va dire, mais pour le RAI, hein, donc le European Rail Research Advisory Council. ACAR, que je connais mieux, est donc pour l'aviation, qui fonctionne avec une assemblée générale et un board stratégique. Voilà. Donc, ces organismes importants sont là vraiment pour conseiller la Commission et pour établir donc des feuilles de route et des agendas de recherche. Voilà, on a mentionné également, Alice pour tout ce qui est fret, pour tout ce qui est logistique, et également Waterborne dans le maritime. Ensuite, les partenariats publics-privés. Alors, ça, c'est un peu différent. Nous avons donc sur le transport des GU, des GTI. GU, ça veut dire Joint Undertaking, et GTI, ça veut dire Joint Technology Initiative. Donc là, ce sont des partenariats publics-privés, mais ils ont une vocation différente. Ce sont des partenariats qui
gèrent des programmes de recherche et qui lancent des appels à projets et qui financent leurs projets. Ils bénéficient de financement de la Commission européenne, mais ils ont leur propre mode opératoire et donc leur propre programmation et financement de projets. On a mentionné Excel, qui est la GTI sur les composants et les systèmes électroniques, Shift2Rail qui concerne le rail, Clean Sky 2 pour l'aviation, l'avion propre. FCH, c'est tout ce qui est pile à combustible et hydrogène. Et César, qui est une JU, donc une Joint Undertaking, pour la gestion du trafic aérien, qui donc rassemble principalement des autorités de navigation aérienne, entre autres. Voilà, donc ça, ce sont des programmes qui financent, qui lancent leurs appels et qui sont des partenariats publics-privés, où on va retrouver des industriels, des centres de recherche, des universités qui donc gèrent ensemble de manière commune leur programme de travail. Ensuite, on a un deuxième type de partenariat public-privé qu'on appelle des PPP contractuels. Donc là, c'est un peu différent. Ce sont des partenariats qui sont, je dirais, hébergés au sein du programme cadre, mais qui ont aussi vocation à lancer des appels à projets, mais ils ne fonctionnent pas de manière autonome comme peuvent le faire les GTI ou les GU, dans le sens où ils sont vraiment hébergés, incubés dans le programme cadre. Et on a cité la EGVI, donc European Green Vehicle Initiative, qui traite donc des énergies propres sur le transport routier et qui fait partie intégrante du programme Horizon 2020. Voilà. Ensuite, on a mentionné les collaborative networks. Donc, qui sont plutôt des associations, alors tantôt formelles, tantôt informelles, tantôt structurées sous schéma associatif, tantôt simple association, regroupement informel, d'organisations sur un secteur donné. Là, on a par exemple Police Network et Civitas, qui sont des organisations de villes européennes. On a ensuite ECTRI, qui est la conférence, les instituts en fait sur le transport. Donc European Conference of Transport Research Institute, institut de recherche. Les ARPA, c'est plutôt les partenaires de recherche sur le secteur automobile. Ertico, c'est une association qui traite des systèmes de transport intelligents. EFRA, c'est une association qui traite de l'usine du futur. FEHRL traite des infrastructures. Donc là, je ne rentre pas en détail, vous avez les liens Internet vers chacune des associations et ces collaborative networks sont plutôt là pour organiser des conférences ou des ateliers. Les trade bodies, cette fois. Alors là, il s'agit plutôt de groupements d'industriels, et qui, je dirais, représentent la filière, mais au-delà de la recherche, du développement ou de l'innovation. Donc, ce sont des organes de lobbying, des industriels à Bruxelles. Donc, on a listé, par exemple, l'association des fabricants automobiles, la CEA, l'ASD qui concerne les industriels de l'aéronautique, de l'espace, de la défense et de la sécurité, Sea Europe pour le maritime ou Unife pour l'industrie du rail. Les organes régulatoires, alors là, ce sont des entités de régulation, des autorités de régulation. Là, on est vraiment sur l'autorité européenne de régulation. Ce sont des organes indépendants. Là, la participation est très restreinte et contrôlée, vous l'aurez compris, c'est un véritable métier. Donc, nous avons listé les principales autorités de régulation pour les différents modes de transport. Donc, nous avons l'ARAFER pour tout ce qui est donc activités ferroviaires et routières, l'EASA pour tout ce qui est aviation, sécurité dans l'aviation, l'OMI pour le maritime, ainsi que l'EMSA pour toujours la sécurité dans le domaine maritime. Donc là, ces organismes s'occupent de régulation, de normalisation. Pour finir, le dernier type en fait de plateforme influente à Bruxelles, c'est ce qu'on appelle les working groups ou les advisory groups. Donc là, on a mentionné le Transport Advisory Group. C'est un organe qui est
consultatif qui apporte du conseil également et de l'expertise à la Commission européenne, mais sa particularité, c'est qu'il est constitué à la demande même de la Commission européenne, dans une totale transparence. Ces working groups, ces advisory groups, vous les trouvez listés, historisés et listés sur le site de la Commission européenne. En général, la Commission européenne, pour constituer ces groupes, donc, ils sont là pour apporter du conseil et donc à titre vraiment de l'expertise et du conseil. Donc, ces working groups sont constitués par la Commission européenne suite à des appels experts. Ces appels experts sont publiés sur le portail, donc le Funding and Opportunities portail, vraiment le site internet unique où vous trouvez toute l'information sur les projets européens et la recherche, le développement, l'innovation en Europe. Donc, ces appels à experts, et donc il est intéressant aussi de s'enregistrer comme expert. Le rôle d'expert est plus généralement connu pour c'est le côté expert évaluateur, hein, les personnes qui vont évaluer les projets à Bruxelles. Mais sachez aussi que la Commission fait appel à des experts qui sont donc pour donc participer à ces advisory groups ou ces working groups. Là, et donc du conseil pour les programmes de recherche et d'innovation. Donc, pourquoi s'intéresser? Donc, on vous a dit, le but n'est pas de vous inciter à y participer, parce que parfois, notamment, lorsque ces groupes sont constitués sous schéma associatif, il y a un ticket d'entrée qui est parfois important. Donc, l'idée, c'est plutôt de s'y intéresser pour les connaître, savoir comment ils peuvent influencer, quelles sont leurs fonctions, est-ce qu'ils vont plutôt influencer les appels à projets, est-ce qu'ils vont plutôt influencer le développement de la technologie sur les filières, ou est-ce qu'ils sont là plutôt pour les aspects législatifs ou régulatifs. Ensuite, c'est important de s'y intéresser pour des aspects de team building, pour avoir peut-être, donc par ces réseaux-là, l'opportunité de montrer que vous êtes intéressé, que vous êtes un bon partenaire pour des projets, donc vous faire connaître, hein, faire voir et entendre ce que souhaite votre organisation, et aussi pour tenter d'augmenter votre probabilité de succès sur ces projets européens. On vous a mis là un exemple qu'on a tiré aussi de la présentation qu'avait fait le projet TNA 2020 pour vous montrer que parfois donc les acteurs ne sont pas forcément très connus, et pourtant ils sont pas très connus de manière générale, mais ils sont pourtant ils réussissent très bien sur des appels à projets. Donc, on a pris l'exemple de la société Ricardo, qui occupe un poste donc dans le plateforme AirTrack, EGVI et ERPA, donc qui est une société. Alors, je ne me rappelle plus bien, Mathilde. Une société d'ingénierie anglaise. Voilà, merci Mathilde. Voilà, ingénierie anglaise. Donc oui, ils font des études. Voilà, par exemple, c'est un bureau d'études qui fait aussi de l'ingénierie en général. Donc cette société, elle a été invitée à joindre 15 consortiums, dont 5 elle a identifié, 5 qui étaient tous successful, hein, qui ont réussi sur le projet, et qui donc en 2016 a concentré 50% du financement britannique dans le secteur automobile, dans la programmation HMML. On a aussi mis en lumière une entité publique qui est en fait le Transport for Greater Manchester, qui est l'autorité publique de transport sur Manchester, qui donc a participé également, qui est membre de ces réseaux, hein, qui préside l'association Police et qui est présent aussi sur AirTrack et VMTA, qui a commencé à s'investir sur ces affaires européennes il y a 3-4 ans, mais qui est maintenant partenaire de 7 projets et qui a participé, qui est en partenariat avec plus de 100 organisations dans 23 pays. Donc voilà, des cas de réussite, de réseautage pour ces deux types d'acteurs. Pour finir, parce que nous approchons de la fin, je suis légèrement en retard sur le timing, mais je pense que ça devrait aller. Nous avons listé ici également des outils, plus des outils financiers qu'il est important de connaître, parce que ces outils-là sont là pour vous aider
aussi à financer le montage de réseau. Ils peuvent couvrir, par exemple, des frais de déplacement dans le cadre d'un montage de projet européen pour aller rencontrer vos partenaires à l'étranger, parce que, évidemment, ça a un coût de rencontrer ses partenaires étrangers. Donc, on a mentionné, par exemple, ici l'outil MRSEI, montage de réseaux scientifiques européens ou internationaux, qui est délivré par l'ANR, donc l'Organisation nationale de recherche, et donc qui s'adresse aux organismes de recherche français avec un maximum de 30 000 € pour aider donc au montage de projets de réseaux. Pour les sociétés, les entreprises, pardon, donc c'est plutôt l'APT qu'il faudra aller regarder, donc de BPI France, qui concerne en fait les PME, les ETI, je crois que ça couvre les entités jusqu'à 3 000 salariés, et qui est là également pour financer les montages de projets collaboratifs avec une aide plafonnée à 50 000 €. Également mentionné le programme COST, qui est un programme qui adresse les communautés de recherche en général en Europe. Donc là aussi, c'est là pour financer en fait, l'objectif du programme COST, c'est renforcer la recherche scientifique et technologique en soutenant donc ces activités de réseautage et de coopération. Sans oublier, sur certaines régions, il y a également des aides régionales pour aider à ces montages de partenariat. Pour conclure, ce sera le mot de la fin. Donc, construire son réseau, on est bien conscient que construire un réseau européen, c'est un investissement de départ, à la fois financier, il faut trouver le temps d'y aller, d'assister à tous ces événements. Il faut financier et humain, pardon. Donc, humain, c'est voilà le temps homme qu'on va mettre à les gens qu'on va mandater sur ces événements, qui, quand ils sont dans ces événements, ne sont pas non plus au travail derrière leur bureau, mais financier, parce que les événements, on a vu que les événements où il faut être, ils sont souvent à Bruxelles, donc le coût pour aller à Bruxelles est parfois important pour les sociétés qui sont, pour les régions qui sont éloignées. Mais nous pouvons vous assurer avec Mathilde que c'est un effet boule de neige assuré, dans le sens où véritablement vous aurez des retours de cet investissement de départ, et ça rejoint également ce qu'on pense sur les projets, c'est-à-dire que quand vous gagnez un premier projet européen, vous avez un investissement de départ qui est important. C'est lourd, coûteux de monter un projet, d'écrire, etc., de trouver ses partenaires, mais je peux vous garantir qu'une fois que vous réussissez, vous n'aurez quasi plus d'efforts à faire, et on viendra vous chercher, et c'est ainsi que se constituera votre réseau européen. Voilà, j'en termine avec, je crois, 10 petites minutes de retard. Nous avons maintenant la possibilité de répondre à vos questions. Donc, et Mathilde a dû faire pareil, commencer à répondre en live aux différentes questions, mais nous allons pouvoir peut-être les passer en revue. Oui, de manière plus détaillée. Je n'ai pas répondu aux questions, donc ce que je te propose, c'est que tu les lises et puis on essaye d'y répondre. Comme nous avons commencé avec 5 minutes de retard, on va peut-être prendre 10 minutes pour ceux qui veulent avoir les réponses aux questions, et n'hésitez pas à envoyer si vous en avez encore quelques-unes. Sachant que nous sommes joignables par mail, donc sur la dernière slide, vous avez notre adresse mail. Donc n'hésitez pas, si nous n'avons pas répondu à votre question, à nous la poser par mail dans les prochaines heures et jours. Parfait. Alors, j'ai une question sur le Brexit. Quid du Brexit sur les membres partenaires d'un consortium européen? Une société anglaise, exemple de Ricardo, sera-t-elle considérée comme un membre du consortium, même non financé? Alors, le Brexit, vous savez comme nous que tout est en cours actuellement et est loin d'être résolu. Ce que préconise le ministère de la Recherche français pour les entités françaises qui seraient en partenariat avec des Britanniques, pour les projets à venir, c'est qu'il ne faut pas considérer le UK comme un des trois pays en fait qui vont permettre au projet de satisfaire aux critères d'éligibilité par précaution. Ce qu'il y a, tous les projets qui sont en cours, normalement sont sécurisés jusqu'à la fin de l'horizon de la main. C'est ce que s'est engagé à dire le Trésor anglais.
Voilà. Si vous avez vraiment des hésitations là-dessus, je vous invite à peut-être à contacter le PCN juridique et financier qui détient, je pense, le mieux de nous tous les informations relatives à cette question du Brexit. Mathilde, si tu veux ajouter des choses, n'hésite pas. Oui, merci, je pense que c'était complet. Parfait. Donc, la présentation nous sera-t-elle envoyée par mail? Normalement, elle a dû être jointe au démarrage du webinaire. Donc, vous devriez la voir. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à revenir vers nous. Nous vous la transmettrons, bien entendu. Alors, l'organisation est-elle très différente d'un domaine à l'autre ou le transport a-t-il des spécificités? Alors là, j'ai répondu en live. Donc, vous avez vu, hein, globalement, le mécanisme de lobbying à Bruxelles, il n'est pas très différent d'un secteur à un autre, même si les structures de ces organes d'influence sont variables selon les domaines. Mathilde, tu veux rajouter? Peut-être pour compléter, donc on vous a présenté les plateformes, donc 5 plateformes en transport. Dans les autres domaines, il y a aussi des plateformes. Voilà, c'est vraiment les constructions est la même et similaire pour tous les domaines. Après, le conseil qu'on peut vous donner, c'est d'identifier vraiment qui sont les acteurs dans votre domaine. Ok, la question suivante, je vais peut-être la laisser à Mathilde parce que ça concerne l'appel Infra 02 qui fait partie, donc, alors j'ai perdu le fil. Attendez, hop, excusez-moi. Ah zut, j'arrive plus à voir la question. Voilà, l'appel Infra 02 fait partie de votre secteur transport. Il y a une partie mobility et transport dans le call métro général. Bon, ça c'est plutôt, je pense, Ah oui, est-ce que l'appel Infra 02 fait partie de votre secteur transport? Mathilde, est-ce que tu sais répondre à cette question en live? Alors, nous, le PCN, c'est vrai qu'on va plutôt regarder la programmation transport, donc qui est dans le programme de travail de transport. Après, il est vrai que le transport est un domaine applicatif pour plein d'autres thématiques et de fait, la partie infra donc n'est pas traitée directement par le PCN transport, mais par nos collègues de l'infra. Mais si vous avez des questions plus précises, vous pouvez nous les envoyer par mail et quoi qu'il en soit, nous, le PCN, nous relayons auprès des bons interlocuteurs votre question pour que vous ayez une réponse dans les meilleurs délais. Et d'ailleurs, Fabienne, si tu peux mettre la slide suivante, comme ça vous aurez notre adresse mail qui s'affichera. Voilà. Okay. Parfait. Donc, une question ici, une remarque sur le graphique. En fait, je pense qu'il s'agissait du graphique sur les entités qui ont raflé des financements européens dans le domaine du transport. Ce graphique sur qui bénéficient des fonds européens est symptomatique. Seuls ceux qui ont des moyens réussissent à collecter de l'argent. On tourne en rond. Alors, on a fait apparaître ici sur ce graphique les grands winners. Et les clés qu'on vous donne, qu'on vous a donné dans ce webinaire, c'est justement de vous armer pour y arriver. Évidemment, une TP ne va pas concurrencer le CEA ou le CNRS. D'ailleurs, elle n'en a sûrement pas la prétention. Mais justement, il ne faut pas hésiter. Il faut arrêter d'avoir des préjugés ou des craintes. Il faut dédramatiser l'Europe. Et je peux vous assurer que vous y gagnerez et que tout le monde peut y arriver. Il ne faut pas rester sur ce genre de préjugés de mon point de vue. Bon, les sigles, hein, on a eu quelques commentaires négatifs sur l'utilisation de sigles, d'acronymes ou de jargon. Là, malheureusement, je pense qu'il n'y a pas d'autre solution que de s'y faire. On arrive à maîtriser et après, on en fait d'ailleurs parfois un usage un peu trop abusif. Mais là, pour le coup, j'ai pas d'autre solution que de vous dire de vous familiariser avec ce jargon. Ça a d'ailleurs été un des conseils qu'a donné Mathilde au démarrage. Alors, une autre question sur... excusez-moi, c'est pas toujours facile de lire ces questions. Voilà. Y a-t-il des travaux ou des calls sur les démobilités? Jusqu'ici, je n'ai vu que des appels d'offres poussant à consommer de plus en plus de bitume ou de rail.
Alors sur la démobilité, moi j'inviterais à aller regarder du coup les autres programmes de travail, SHS par exemple, les sciences humaines et sociales, parce que c'est vrai que dans la partie transport on est plus sur la mobilité. En revanche, à regarder en 2020, il y a un appel qui est pas sur de l'innovation sur la démobilité, mais plutôt sur qu'est-ce que la mobilité aujourd'hui, donc ce qu'on appelle le financement d'une CSA, un groupe de réflexion. CSA pour Coordination and Supportation, sur ce que va être la mobilité du futur. Donc, je vous invite à regarder cet appel qui sera publié au mois de juin. Donc, 2019, c'est un appel pour 2020. Et puis, ensuite, vous pouvez complètement imaginer répondre à des appels à projets qui sont libres, sans champ thématique, ce qu'on appelle bottom-up dans le jargon européen, pour justement proposer des projets de solutions de démobilité. Voilà, c'est pas du tout un sujet qui est fermé. En attendant, on peut comprendre que dans la programmation de transport, on finance des projets d'innovation dans les transports, tout confondu, mobilité et démobilité. Je ne sais pas, Fabienne, si tu veux compléter. Très bien, merci. Merci Mathilde. Non, il n'y a rien à rajouter. Je pense que ces conseils étaient tout à fait utiles. Bon, une question sur la possibilité pour une TPE d'accéder à tous ces réseaux, consacrer du temps, bien comprendre, etc. On est tout à fait conscient qu'une toute petite entreprise, si elle n'a aucun background, pardon pour l'anglicisme encore un coup, mais aucune expérience dans ce domaine, ça va être difficile. Mais justement, le conseil qu'on vous donne, c'est de vous rapprocher, que cette TPE se rapproche en fait de ces acteurs de proximité. On a cité les pôles, on a cité le réseau EN, on a cité les points de contact nationaux. Ces gens-là sont là pour décoder l'Europe, pour décrypter l'Europe, pour simplifier l'Europe, et il ne faut pas hésiter à les utiliser. Oui, et puis tout à l'heure, Fabienne, tu mentionnais que voilà, il existe ces réseaux européens, qu'il est intéressant de suivre. On a également évoqué le fait que certains intermédiaires pouvaient vous y représenter. Et donc, ça peut valoir aussi le coup de regarder si vous n'avez pas une association, un pôle qui est membre pour y représenter votre voix. Je vous donne un exemple. Le pôle Moveo est membre du partenariat public-privé Green Vehicle pour représenter ses membres et plus particulièrement les PME, les TPE ou les acteurs qui ne pourraient pas y être en direct. Tout à fait, Mathilde. Alors, je rebondis, tu mentionnes donc Green Vehicle. Donc, j'ai une question sur les partenariats publics-privés font partie du programme 2020. Donc, juste pour préciser, oui, ils font partie du programme 2020. Donc, Green Vehicle, dont vient parler Mathilde, c'est ce qu'on appelle un partenariat public-privé contractuel. C'est-à-dire que lui, il est vraiment incubé, abrité au sein du programme cadre Horizon 2020. Ensuite, vous avez d'autres types de partenariats publics-privés qui sont donc soit des JTI, Joint Technology Initiative, ou des GU, Joint Undertakings, qui sont, je dirais, des entités à part entière qui bénéficient du financement de la Commission européenne, mais qui ont leur propre mode, sous contrôle de la Commission bien entendu, mais qui ont leur propre mode opératoire, leur propre programme, leurs appels à projets. C'est par exemple le cas du programme Clean Sky 2 pour le monde de l'aéronautique, de l'avion. Et César étant dédié, lui, à l'aviation, donc ou à la gestion du trafic aérien. Voilà, donc ils sont d'une manière ou d'une autre liés effectivement au programme cadre Horizon 2020. Oui, c'est le financement qui vient directement d'Horizon 2020. C'est une enveloppe dédiée dans le cadre du financement, par exemple l'enveloppe transport. Vous en avez un pourcentage qui revient directement à CGU ou CGTI. Voilà, tout à fait. Juste un petit mot pour l'avenir. Ces GU, GTI, ces partenariats publics-privés font l'objet actuellement de structuration, de discussion en tout cas à Bruxelles. Et donc, on aura probablement dans le démarrage d'Horizon Europe, le successeur d'Horizon 2020, une configuration peut-être nouvelle pour certaines de ces GTIs. Mais là, pour l'instant, nous ne sommes pas à même de vous délivrer de l'information là-dessus. Il faut suivre l'actualité et la préparation du programme Horizon Europe. Une question. Oui. 2 minutes, on prend plus que quelques questions. Oui, mais on arrive au bout des questions posées. Voilà. Donc
je pense, la dernière. Bon, il y a eu des commentaires négatifs sur le son, je m'en excuse, hein, certains d'entre vous ont mal entendu ce que nous disions. Navré, on essaiera de faire mieux la prochaine fois. Ceci dit, vous aurez les présentations et la possibilité de réécouter ce webinaire qui donc a été enregistré. Les événements ITS ECAD évoqués sont-ils annuels et si oui, ont-ils lieu toujours à la même période de l'année? Voilà, je ne pense pas. Oui, je pense que je peux répondre. Donc sur YoCAD par exemple, donc c'était une première cette année. Vu le succès et le nombre de participants, à mon avis, ça va être renouvelé par la Commission européenne. Pour ITS, alors là c'est vraiment un événement qui est récurrent, avec une alternance ITS Europe, ITS Monde. Donc ce qui change, donc c'est toujours à peu près la même période. Ce qui change, ça va être le lieu. Nous avons eu un ITS en France à Strasbourg il y a 3-4 ans, je crois. Voilà, c'est une programmation à suivre et vous trouvez tous ces événements sur notre site internet du PCN Transport, sur le site national horizon.gouv.fr dans la partie transport. Voilà, et on a une dernière question qui vient d'arriver sur le programme LIFE. Dans quelle catégorie se trouve le programme LIFE? Alors, LIFE, c'est en fait à part d'Horizon 2020. C'est un programme à part entière qui fait partie donc des différents programmes traités par la Commission européenne sur la recherche et l'innovation. Quand vous allez aller sur le portail du participant, donc nouvelle version, le Funding and Tenders Opportunities Portal, vous allez voir qu'il y a un panorama de l'ensemble des programmes. Horizon 2020 c'en est un, LIFE c'en est un autre. Il y en a aussi qui traitent de la recherche dans le nucléaire. Il y a tout un tas de programmes, hein, c'est très vaste. Et vous verrez que vous aurez la catégorie liée à LIFE. Mathilde, tu veux rajouter quelque chose sur LIFE? Ah, Mathilde, je m'entends. J'étais en mute. Non, c'est ça, c'est très clair. Merci Fabienne. Et vous retrouverez quand même quelques informations sur le programme LIFE sur le site horizon 2020.gouv.fr parce que ça reste le même type de mécanisme et donc nous communiquons quand même sur les appels et les journées d'information. Et puis vous avez un point de contact national live qui pourra répondre à vos questions si vous en avez sur ce programme. Alors j'ai encore deux petites questions parce que on me présente les questions de manière un peu aléatoire. L'outil COST est accessible aux entreprises. COST, je ne pense que ça concerne la communauté des chercheurs. Oui, alors ça peut être une entreprise, mais en fait, vous n'êtes pas là pour être, entre guillemets, en tant qu'entreprise, vous êtes là en tant qu'institut personnel. C'est-à-dire, si vous êtes un expert de votre entreprise, vous pouvez complètement rejoindre un réseau COST, en tout cas monter un réseau COST. Donc, on ne va pas regarder d'où vous venez, c'est-à-dire vous pouvez être une personne qui, à titre complètement, enfin, pas rattachée à une entreprise ou à une organisation et être membre d'un réseau COST. C'est sûr, en fait, c'est plus votre CV qui va être regardé et votre expertise. Très bien, merci Mathilde pour cette précision COST. Et je pense que la dernière question, c'est un peu le résumé aussi de notre webinaire. Il y a beaucoup de points d'entrée de réseau. Quelle priorité conseillerez-vous à une PME pour construire son réseau européen? Alors, personnellement, je pense qu'il vaudrait mieux commencer par un contact de proximité, on l'a dit. Hein, on vous a listé les points d'entrée qui sont les PCN, les pôles et les EEN. Pour moi, c'est peut-être le démarrage de tout, avant d'aller chercher plus loin. Et en n'oubliant pas les pistes qu'on vous a données aussi, c'est de passer par vos collaborations. Je pense qu'il n'y a personne qui travaille tout seul dans son coin maintenant. On est tous, la collaboration entre entités est quand même très fréquente, que ce soit dans le monde commercial, dans le monde de la recherche. Donc, travaillez aussi passez par vos collaborateurs hors recherche pour aller sur des collaborations recherche. Mais ces conseils-là, autant les PCN que le réseau EN ou que les pôles de compétitivité sont là pour vous les donner. Donc, c'est peut-être le premier pas avant d'aller plus loin.
Je pense qu'on a passé en revue toutes les questions. Si ce n'était pas le cas, nous allons regarder et vous donner donc les réponses directement. Voilà, je pense qu'on en a terminé. Oui, peut-être Fabienne, un point, on me souffle qu'il est même encouragé d'avoir des collaborateurs qui viennent du monde industriel dans les réseaux COST. Donc voilà, je vous invite à vous rapprocher de ce mécanisme, ce programme. Voilà. Parfait. Et pour tous ceux dont le son n'aurait vraiment pas été bon, a priori il est bon pour certains d'entre vous, donc je vous invite dans ce cas-là à regarder la vidéo du webinaire et peut-être que vous aurez un meilleur son et nous en sommes vraiment désolés. Très bien, mais ce sera le mot de la fin, mais nous espérons que ce webinaire vous aura intéressé, qu'il vous aura donné des pistes pour vous internationaliser, pour participer et réussir sur ces projets européens. Merci en tout cas pour votre attention et à une prochaine fois pour un nouveau webinaire du PCN-PME. Pardon, du PCN Transport. J'étais au PCN-PME avant, voilà, ce sont des vieux réflexes. Merci à tous pour votre attention et à bientôt. Au revoir. Au revoir.